Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Radio Dojo. Radio Dojo, votre rendez-vous bimensuel, un mercredi sur deux à 21h. 500 abonnés. Bande de malades mentaux. Je tiens avant tout à vous remercier pour le soutien que vous nous avez apporté en presque un an et demi. On approche bientôt de août, donc ça va bientôt être les 2 ans de Radio Dojo. 500 abonnés en 2 ans, c'est énorme pour nous. Donc merci à tous pour votre soutien. Ça nous a beaucoup apporté, surtout fin 2024, début 2025. Vous avez vu qu'on a eu une petite période à vide. Et pour fêter ça, on s'est dit, pourquoi ne pas réinviter celui avec qui tout a commencé, le tout premier invité qu'on a eu sur Radio Dojo, le premier à nous avoir accordé sa confiance. Il a accepté d'intervenir pour parler de Voyage sur Mars. Pourquoi de Voyage sur Mars? Parce que si vous en souvenez, il est écrivain, assez polyvalent sur plusieurs genres. Mais il a fait aussi de la SF, on en parlera, mais une de ses sorties récentes et sa prochaine ressortie est de la SF sur le thème de Mars. Et surtout, il est architecte sur les habitats martiens. Donc la dernière fois, on l'avait invité pour parler architecture et design des mondes, une émission que je vous invite à redécouvrir sur la chaîne de Radio Dojo. Et aujourd'hui, on va parler voyage sur Mars. Je vous demande d'accueillir Pierre Brulet. Rebonjour à toi. Bonjour ou bonsoir Taiki, merci de m'inviter à nouveau sur ta chaîne. Je me souviens de la première fois, c'était des balbutiements et c'était ma foi fort sympathique. Ouais, bon, tu verras qu'on s'est un peu plus amélioré en termes d'organisation. Mais merci à toi de nous avoir accordé ta confiance la dernière fois. Et tu vois où on en est aujourd'hui, 500 abonnés, une radio qui plaît à plein de personnes. Je me souviens, à la fin de l'émission, tu nous avais souhaité longue vie. Ben, faut croire que tu as été entendu. Bah écoute, bonne continuation en tout cas, et puis voilà, c'est super. Alors, depuis la dernière fois, tu as eu une grosse actualité. Il me semble que tu as sorti L'hiver du loup aux éditions Luciférine. C'est ça, Le bon, la brute et le absolument. monstre chez Musédition. Du coup, on est officiellement collègues. Voilà, ça c'est fait. Euh, D'accord. le Manoir aux esprits chez The Bookmark Publisher. Et tu vas bientôt ressortir, parce que il me semble que Incursion était sorti chez Yume. Et tu vas le Mhm. ressortir chez Musédition. Ça a été annoncé il y a pas longtemps. C'est ça exactement. Bon, je vois que tu es bien au fait de mon actualité. Effectivement, depuis la dernière fois, ça fait peut-être un an et demi, ou un an, je ne sais plus, on a échangé et il y a eu quelques nouveautés. Alors, pour l'hiver du loup, en fait, c'est une réédition améliorée d'un conte fantastique, une réécriture du conte musical de Prokofiev, Pierre et le loup. Et le précédent, il s'appelait Pierre, le chasseur et le loup. Ah, Euh, c'est une réédition de celui-là. J'avais pas fait le lien, d'accord. Ici. Et en fait, il avait bien marché, il a été épuisé, rupture de stock. Et avec l'éditrice, on voulait un petit peu, enfin, on a très peu retravaillé le texte parce qu'il était plutôt bien né. On a voulu changer de couverture pour être un peu plus on va dire, dans l'actualité et faire un nom plus simple qui va être plus percutant et pas trop forcément comment rappeler Pierre et le loup, parce que, alors il y en a qui adorent, et puis d'autres peuvent se dire c'est un roman pour les enfants, alors que c'est pas tout à fait ça. Et donc l'hiver du loup, c'est plus mystérieux, et donc on annonce qu'on a un roman d'aventure qui se passe donc en Bulgarie, dans les pays froids, un peu à la Jack London. Et du coup, on parle un petit peu à la fin, enfin, quand les gens lisent le quatrième de couverture, ils comprennent qu'en fait, c'est un hommage que je fais. C'est une forme de réécriture du conte de Pierre Loup. Et puis, donc, le livre est sorti il y a, je ne sais plus combien de temps, à peu près 6 mois, ou un peu plus. Et ma foi, il marche plutôt pas mal. Et la couverture plaît beaucoup. Et pour la petite histoire, c'est l'éditrice qui a fait la couverture. Comme quoi, on peut avoir plusieurs casquettes quand on est dans une maison d'édition. Et elle a passé du temps et elle a fait quelque chose vraiment que je trouve qui colle complètement au récit. Voilà, donc c'est pour un petit peu t'expliquer un peu l'historique de ce livre. Tu as parlé tout à l'heure d'un petit ouvrage qui me plaît beaucoup, qui est un mélange de genres, le bon, la brute et le monstre. Donc un petit livre, un format qui avait été comment dire, imaginé
par les éditions Muse, et puis dont son éditeur, Lucas, Qu'on qui embrasse. voulait faire, voilà, on l'embrasse, et j'espère qu'il écoute ou plus tard, qui voulait faire des petits formats de romans, plutôt des novellas, avec des illustrations couleur. Le côté facile à lire, pas trop cher, un format à 10 euros à peu près. Et moi, j'avais proposé un texte parce que tu sais que moi, j'aime bien, et on va en venir après, j'aime bien tout ce qui parle, tout ce qui va avoir attrait à Planète Mars. Et j'ai imaginé un western de science-fiction, western SF, avec du fantastique. Et donc, ça se passe sur Mars. J'ai imaginé qu'on vient terraformer Mars et que la nouvelle conquête de l'Ouest, c'est la conquête de Mars. Et donc, qui dit conquête de l'Ouest, on pense au Far West, on pense aux cow-boys. Et donc, pour moi, j'imaginais la conquête de Mars comme le nouveau Far West. Et donc, même au niveau de l'aspect, ils ont des grands chapeaux, alors pas pour se protéger du soleil, hein, comme autant du Far West, mais pour se protéger des rayons UV hein, qu'on a sur Mars. Et ils ont des grands manteaux, ils ont des sortes de compensateurs, qui est une sorte de masque d'oxygène, puisque on est en train de terraformer Mars, il n'y a pas encore suffisamment d'oxygène. Et donc c'est une petite novella qui fait 60 pages, 70 pages, je ne sais plus, avec de magnifiques illustrations. euh, et, et donc voilà, donc j'invite les gens à découvrir l'ouvrage, le livre, qui est aux éditions Muse. Et On en parlera un peu en détail parce que c'est sur le thème et en plus je l'ai lu dans le cadre de la préparation de cette émission. Donc ce sera l'occasion d'en parler de plus en détail. voilà. Et comme tu disais aussi tout à l'heure, euh, il y avait ouais, Incursion qui était dans une autre maison d'édition. Et donc Lucas a voulu mener qui était directeur de collection euh, aux éditions, c'était, on va le dire, hein, aux éditions Younet, Mm. préfère monter sa maison d'édition. Et puis, comme une partie de l'équipe est partie et a fondé Muse, bah, petit à petit, finalement, j'ai pu sortir des éditions Younet où j'avais pas trop d'attache finalement. Et pour moi, un roman, une maison d'édition, c'est une aventure humaine avant tout. Ce sont des gens avec qui on aime bien échanger, on aime bien travailler. Et c'était le cas avec Lucas et puis l'illustrateur de la couverture. J'ai un trou de mémoire, je suis un peu C'est fatigué. Jonathan Vasseur, alias John Voss, Voilà. qui est sur le chat. Voilà. C'est quoi, ça fait comment de bosser avec lui? Ça fait quand même 2 fois que tu bosses avec lui. C'est comment de bosser Ouais, avec lui? eh ben écoute, c'est particulier parce que il travaille un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il travaille sur, je prends Photoshop et il y va pixel par pixel à l'ancienne. Alors au début c'est déconcertant, je ne savais pas trop où il allait. Et puis finalement la couverture d'incursion colle complètement à l'univers. Et, euh, et moi je l'ai contacté en salon. Alors même si le genre hein, vient de la SF, du thriller SF avec un peu de fantastique, supposé fantastique, qui est aussi un peu un mélange des genres, ne plaît pas. Disons que c'est pas le genre qui plaît le plus en France. Hein. Ce qui plaît le plus, c'est la romance, c'est la fantasy ou c'est le polar, le thriller. Là, quand vous avez de la SF, en France, on est moins friand. Malgré tout, le livre plaît et au moins il va directement. Enfin, les gens qui achètent le livre, la couverture en fait parle d'elle-même. Elle est complètement en adéquation avec le texte, alors que la précédente couverture, qui était c'est un autre éditeur qui malheureusement a fermé, et qui était magnifique, hein, c'était Joselon qui avait fait de la couverture, mais l'illustration collait pas tellement aux gens. Les gens se posaient des questions. Et donc il y avait une espèce d'opposition comme ça entre l'histoire, le résumé que les gens lisaient et l'illustration qui faisait que les gens hésitaient un petit peu. Alors que là, vraiment, bon, quand on voit la couverture, on comprend que c'est un univers à la Blade Runner, chose que j'ai faite avec Incursion, et ça colle complètement. Il y a un côté un petit peu old school que j'aime bien, qui est revendiqué aussi dans le roman, puisque c'est un hommage à Blade Runner, hein, Incursion. Euh, donc ça colle bien. Et on a refait cette aventure avec Jonathan, avec le bon, la brute et le monstre.
où là, on a un univers plus graphique, plus cartoon, plus, je dirais, jeu vidéo. Il y a un petit côté un peu Fallout parfois. Et c'est pareil, ça colle très bien, quoi. C'est Fallout, t'es vraiment un très joueur cool. de computer RPG? Bon, moi, il y a longtemps que j'ai joué à ça, mais ça fait. D'ailleurs, j'ai regardé la série là, qui était vachement bien. Mais ça remonte, hein. La première fois que j'ai joué, c'était. Ouais, je sais pas, 10, 20 ans. Maintenant, j'en ai un peu plus. Euh, mais bon, je joue moins aux jeux vidéo parce que j'ai plus le temps, hein. Entre mon boulot d'architecte, entre mes romans, les nouvelles que j'écris, les salons, ma vie de famille. Mon fils qui a 3 ans et demi, hein, qui est venu tout à l'heure, Ouais. très curieux de voir comment l'écran et puis comment dire, l'icône qui te représente. On dit qu'est-ce que c'est que ça? Euh, et, euh, et donc voilà. Donc à la fois le bon, la brute et le monstre et incursion sont faits des revisites un petit peu enfin, de Mars que j'aime bien, puisque dans l'incursion, il y a un moment donné, il y a un voyage qui se passe sur Mars. Il y a toute une scène, tout un chapitre qui se passe sur Mars. Je ne vais pas raconter l'histoire, il faudra le découvrir. Et quand je parle de Mars, j'aime bien dans mes romans. euh, D'ailleurs, Lucas, je l'ai pas encore fait, mais je vais proposer un roman de dark fantasy. On verra si ça lui plaira. A priori, au début semble lui plaire. On est sur encore, il y a un côté un peu martien, puisqu'on est sur des grandes étendues des désertiques. Ça, j'aime bien les panoramas, Mm. panoramas comme ça, vides, comme ça, que ça soit désertique ou enneigé, ces grands silences et ces grands espaces où la mort peut survenir à tout moment. Euh, c'est ce côté-là qui revient beaucoup chez moi Ouais. et qui vient peut-être du fait que j'ai vécu en Afrique, Oui, que tu nous avais parlé j'ai. de ton enfance en Ouais, Mauritanie, en Côte d'Ivoire à la dernière émission. voilà, c'est ça. Et donc Mars, pour moi, il y a ce côté-là, comme ça, à la fois paysage désolé, mais plein d'aventures, quoi. Parce que quand il n'y a rien, quand il y a des grands vides, on se pose plein de questions, il y a du mystère, quoi. Et, euh, et puis, quoi de plus beau qu'un paysage enneigé ou un désert la nuit aussi. C'est pareil, ça. Tu penses aux djinns, tu penses à tout un tas de créatures qui pourraient surgir. Je pense aussi au roman là j'en suis au 5e tome de comment j'ai oublié son nom, Attends, de par contre, comment tu as Franck dit, Herbert. Franck tu, Herbert. tu as dit Empire, tu as dit décor désertique, SF. Oui. J'ai eu Frank Herbert au téléphone, il voudrait récupérer ses éléments. Ah oui, d'accord. Bah oui, bah écoute, tu lui dis que non. En Mais c'est fait, c'est vrai que. son fils maintenant, son fils qui commence à être un peu âgé. Oui. Mais voilà, le roman de Frank Herbert, la saga de Dune, et même le film de David Lynch ou de Villeneuve, même s'ils sont très différents, ils ont une façon d'aborder le désert qui est pour moi magnifique, quoi. Je crois Et que j'adore. Denis Villeneuve, il avait réalisé en lumière réelle. Ouais. Et tu regardes ça, t'es là. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais, il y a très peu d'effets spéciaux, juste pour suggérer la poudre d'épices qu'il y a dans l'air, ces petits pigments. Forcément, c'est des effets, mais tout est en décor réel, même dans le Dune 2, quand Paul Moitib monte sur un ver géant, c'est pas de la synthèse, il est vraiment dessus, Paul Atreides, et tu ressens. Alors, il paraît que l'acteur a expliqué qu'il était complètement assommé de poussière, de sable qu'on lui balançait dans la gueule avec des grands ventilos. Et c'est super. On le ressent physiquement, enfin, on le ressent visuellement, on le ressent dans notre chair, quoi. Et moi, j'essaye de faire ça quand j'écris quelque chose, quand j'écris une histoire, j'essaie d'aller, que les gens ont cette expérience presque cinématographique. J'essaye en tout cas. Je sais pas si j'y parviens, mais c'est un petit peu mon but. Il y a John qui dit dans le chat, donc Jonathan Vasseur, ton dessinateur, il dit: Je ne suis pas un dessinateur pro, du coup j'avais vraiment la trouille de ne pas faire l'affaire. Et il dit sur un second: Pour le bon, la brute et le monstre, j'ai voulu sampler le style de Borderlands, mais j'ai un peu bifurqué en chemin. Et moi je me pose une question, parce que moi quand je pense western et SF, je pense à une petite série de l'époque des années, je crois, 90-2000, qui a pas eu énormément de chance, qui s'est terminé via un film grâce à l'appui des fans, Firefly. Ouais. Est-ce que Ah, je tu... connais pas. Hein?
Non, je connais pas. D'accord. Parce que je me suis dit Western et SF peut-être. Parce que c'était une série qui essaie aussi de mixer les deux, donc je m'étais peut-être dit. Ah, salut Mais tu vois, Vivasan qui vient de nous rejoindre. voilà, pour revenir à John, en fait, je préfère travailler avec un auteur qui va pas se prendre trop la fin, qui va pas avoir de prétention, qui se dit débutant, quoique il a quand même un style, et qui va fournir un effort pour se surpasser. Qu'un auteur chevronné qui va être aller une énième commande et qui va nous faire un truc joli, mais sans saveur. Hmm. Là, il y a quand même une patte, alors on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, moi, ce que je constate, c'est dans les salons, bah, ça marque quand même les couvertures, et c'est surtout, ça correspond bien à l'univers, quoi. Donc c'est ça qui est important. Et ça se marie bien, et c'est ce qu'on a fait avec Le Bon, la Brute et Le Monstre, c'est que comme il y a des petites illustrations intérieures, je sais plus, il y en a 4 ou 5, euh, ça marche super bien, quoi. Hmm. Et puis moi, j'adore la dernière illustration, euh, toute fin. Ouais, avec l'espèce de C'est tank qui mitraille les gros Ouais, monstres. voilà, avec les créatures là. Enfin, je veux pas trop, on va pas raconter Oui, d'histoire, oui. mais c'est vraiment super sympa, quoi. Et vu qu'on parle du bon, la brute et le monstre, on va parler du coup du sujet du voyage sur Mars. Oui. Moi, quand je pense au voyage sur Mars, je pense à un récent entretien de. Enfin, une récente vidéo qu'avait fait Alexandre Astier avec le youtubeur Nozman, le docteur Nozman. Et ils avaient expliqué un truc qui est étonnant, c'est qu'on parle beaucoup du voyage sur Mars, mais même de leur côté, je sais pas si tu partages cette observation, mais même si on arrive à aller sur Mars, on arriverait peut-être à y vivre, mais pas à vivre bien, parce que j'avais vu cette statistique, la température moyenne sur Mars, c'est de moins 63 degrés. À titre de Alors, comparaison, le village le plus froid du monde, Oymyakon en Extrême-Orient russe, le record maximum, pas moyen, c'est 67,8 degrés en 1933. alors, pour te parler de ça, justement, en fait, Mars n'a que 2 saisons. Tu as l'hiver et l'été, grosso modo. D'accord. Et les températures, attention, elles vont fluctuer entre -60, -70, c'est très froid, à jusqu'à +10, +15 degrés l'été. Donc, il y a quand D'accord. même il y a des hausses de température significatives. Le vrai problème sur Mars, c'est que tu as une pression atmosphérique qui est très faible, 1000 à 2000 fois plus faible que la Terre, ce qui fait que, en fait, il n'y a rien qui peut rester sur Mars. Les molécules d'air, elles s'échappent, il y a rien, on n'a que du CO2. On n'a pas de, comment dire, on a très peu de nuages, et en fait, on n'a rien qui va nous protéger du rayonnement solaire, ni même de micrométéorites. Donc il y a ce danger-là. Donc il y a les radiations qui sont vraiment qui sont problématiques. Mais attention, on a quand même des solutions. Alors il y a ce problème-là, il y a le problème du fait qu'on ne peut pas respirer, effectivement. Il y a un côté quand même qui est sympa, c'est que on pèse, c'est un tiers de la gravité terrestre, ce qui fait qu'on a une sensation d'être plus léger. Ça sera bien utile puisque avec les scaphandres qu'on aura, les scaphandres martiens pèseront grosso modo entre 80 et 100 kilos. Parce qu'il faut l'oxygène, il y a tout le matériel et tout. Et là, le poids ressenti sera à peu près de 25-30 kilos, ce qui n'est pas négligeable, ce qui est plutôt bien. Euh, Après, on a des solutions aussi pour se protéger de cet environnement très hostile. Alors, il y a plusieurs choses. Soit on peut dire qu'on va aller vivre dans des cavités, dans des cavernes. Donc, on se protège du rayonnement UV. On se protège aussi des tempêtes de poussière. Il faut savoir que sur Mars, il peut y avoir des tempêtes de poussière qui surviennent assez vite, qui peuvent durer des semaines, voire des mois, et qui peuvent recouvrir la planète. Alors, je sais pas, il faut imaginer ce que c'est qu'une tempête de poussière sur Mars. Vous voyez plus rien, les communications sont mortes. Si vous utilisez l'énergie solaire pour vous réchauffer, pour apporter l'électricité, ça ne fonctionnera pas bien. Et c'est des vents qui vont jusqu'à 200 km/h, voire plus. Cependant, comme on a une atmosphère très ténue, la vitesse du vent ressentie est comme une brise. En fait, vous n'irez pas vous envoler. Et dans le film, je ne sais pas si tu l'as vu, Seul sur Mars, Et, avec Matt Damon, oui, c'est par complètement Ridley fou, hein. Scott, ouais. Le début où il y a une tempête de poussière et puis il s'envole avec la force du vent, c'est complètement faux. Mais l'auteur de l'ouvrage, qui a écrit le roman, le savait pertinemment, mais il expliquait qu'il a fait cet effet-là, parce que sinon il n'y aura pas eu d'histoire, quoi. Parce que il faut créer un petit peu d'aventure, il faut un côté un petit peu sensationnel. Mais en fait, sur Mars, les tempêtes de poussière, on le ressent à peine. Mais
qui est gênant, c'est que ça couvre la planète pendant parfois des mois. Et c'est très pénible. Euh, on a aussi ce qu'on appelle des Devil Dust. Ce sont des petites tourbillons de poussière qui arrivent. C'est pas très gênant. Ça peut créer des perturbations électromagnétiques, éventuellement, si on se le prend en pleine gueule. Et puis, on n'a pas vraiment de champ magnétique. Donc, pour s'orienter, on sera obligé comment dire, une sonde en orbite et fonctionner un petit peu par un GPS, pas le principe du GPS. Et puis, alors l'eau, c'est un vrai problème, l'eau, hein, quand même. Le problème de l'eau, c'est qu'on sait qu'il y en a sur Mars. Oui. Mais comme il y a pas d'atmosphère, on a des cas, des photos qui ont été réalisées par les sondes, qui ont été envoyées notamment par les Américains. Quand l'eau peut surgir des roches, des sols, elle va se sublimer, elle va se transformer tout de suite en gaz. Elle passe de l'état liquide à l'état gazeux. Donc en fait, c'est très compliqué. On sait qu'il y a de l'eau sur Mars, on sait qu'elle est parfois emprisonnée dans le permafrost, mais on pense qu'elle n'est pas très profonde et on pourra aller chercher dans les profondeurs, peut-être quelques mètres, hein, seulement. On pense qu'on a de l'eau à l'état liquide, peut-être à 10, 15, 20 mètres. Mais il faut aller la chercher quand même, cette eau, hein. Bon voilà, il y a tout ça donc qui fait que c'est pas une planète vivable, on va dire. Euh, Si on ne se prépare pas, c'est sûr que on y fera juste un saut de puce, c'est-à-dire qu'on viendra soit quelques jours ou quelques mois, mais pas des années. Pourquoi je dis quelques jours ou quelques mois? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que Mars a un parcours comme la Terre, hein, elliptique par rapport au Soleil. Et il y a des moments, c'est tous les 2 ans à peu près, 2 ans et demi, où la configuration Terre-Mars est la meilleure, c'est-à-dire qu'elles sont très proches. Et ce temps-là, donc on peut aller sur Mars. Donc c'est un voyage qui peut durer aujourd'hui 6 mois. Et soit on reste sur place encore 2 ans pour attendre la meilleure configuration des deux planètes pour repartir, soit on reste qu'une semaine, quoi. Une semaine avant que le voyage soit trop long, quoi. Et ça sera un choix à faire. Soit on reste une semaine, alors si on fait un voyage de 6 mois, c'est un peu con, soit on y reste 2 ans, 2 ans et demi. Mais pour rester 2 ans, 2 ans et demi, il faut déjà que l'infrastructure soit prête. Il ne faut pas qu'on arrive comme ça. Il faut qu'on envoie à l'avance des cargos avec des bases qui seront déjà, qui arriveront par des fusées façon Starship que fait SpaceX, qui vont se poser sur Mars, qui seront vides, mais qui seront des habitats déjà tout prêts avec les rations de nourriture, d'oxygène, etc., etc. C'est Mais comme dans le film Seul sur Mars, il y en a un qui va se pointer avec un diplôme de botaniste. Moi, c'est ce qui m'a sorti du film. Quand le mec il dit ah j'ai un oui, diplôme de botaniste et qui se met à faire son champ de patates sur Mars, je fais ok, ça m'a sorti du film. Je sais pas si c'est alors réaliste ou pas, mais ça m'a sorti. Ça m'a sorti complètement. oui, non. Alors lui, il s'emmerde à recréer en fait de l'humidité et de l'eau. Et c'est là que c'est pas tout à fait vrai, puisque il suffirait juste faire un forage pour avoir de l'eau. Donc lui s'emmerde à faire de l'humidité avoir de l'eau. Mais en fait, ça sera beaucoup plus facile sur Mars. Et alors, la question à savoir, est-ce qu'on peut faire pousser quelque chose sur un sol martien? Pourquoi le martien est rouge? Pourquoi le sable est rouge comme ça? Tout simplement parce que il est oxydé. On a beaucoup de minéraux. Enfin, le sol martien il y a beaucoup de fer. Et tu sais que le fer, avec l'oxydation, ça devient rouge. Hmm. Euh, et c'est pour ça qu'il a cette couleur-là. Et aujourd'hui, faire pousser des patates comme faisait Matt Damon sur un sol martien, je suis pas sûr que ça marche. C'est tellement. Alors, on pourra faire peut-être des mélanges, hein, ça sera des tests à faire entre de la terre qui vient du sol, enfin du compost ou du sol qui vient de la terre, et faire des mélanges avec le sol martien. Pourquoi pas? On sera surtout au début sur des cultures hors sol, parce que ça sera plus simple à maîtriser et on aura moins de surprises. Mais ouais, en fait, voilà, pour dire que sur Mars, il n'y a rien qui pousse, t'as pas d'oxygène, donc pour qu'on ait des salades, je sais pas moi, des radis, quelques carottes, il faudra avoir des serres. D'accord, donc Et c'est normal si ça m'a sorti du film. Après, Ridley Scott a un délire avec la SF. Je sais que
Alien Covenant et Prometheus avaient été mal reçus par rapport à ça, c'est que niveau SF, des fois, ils prenaient des directions, les gens étaient là en mode. Hein. Tout à fait. Après, le film Seul sur Mars, c'est quand même pas mal parce que, notamment quand il essaye de prendre une petite, enfin l'isotope, là, la petite centrale nucléaire d'un rover, je crois, pour se déplacer, et puis pour aller sur un autre site pour pouvoir redécoller et faire le retour. Ça, c'est quand même pas mal fait parce que on sait très bien qu'on pourrait presque décoller de Mars sans pratiquement de capsule avec des vitres, etc., puisqu'on a une atmosphère assez ténue. Donc on pourrait presque décoller sur Mars comme ça, sur une genre de fusée sans aucun optique, sans aucune protection pratiquement, puisque on a très peu de frottement. On n'a pas d'oxygène, contrairement sur la Terre, par exemple, on voit bien, hein, quand les capsules, ou les capsules Apollo, ou même la navette spatiale, ou les capsules Dragon de SpaceX reviennent sur Terre à une vitesse, je crois, de plus de 20 000 km/h, avec l'atmosphère, il y a une chauffe folle, ouais, ça devient une boule de feu. On n'a pas de bouclier, on crame complètement. Et pareil, quand on décolle, c'est pas simple, quoi, hein. Alors que sur Mars, finalement, quand on va arriver, on a intérêt à avoir de sacrés rétrofusées pour se poser, quoi, parce qu'on n'a pas d'atmosphère pour ralentir, pas d'échauffement, donc ça c'est un plus. Par contre, on n'a rien qui nous ralentit, quoi. Donc ça sera pas simple. Enfin, rien ne sera simple sur Mars, et c'est ce que montre très bien le film, hein, d'ailleurs, hein. Hmm. Donc ouais, quand Astier disait à Nozman vivre sur Mars, non. En tout cas, vivre peut-être, mais pas vivre bien. Mais vivre bien, non, Ça, quoi. c'est sûr. Et puis c'est pas pour tout de suite, hein. Oui, clairement. Alors, il y a des projections optimistes d'Elon Musk, on ira dans 5 ans, etc. Moi, j'y crois pas. Par contre, ce que je crois plus, et ce qu'il disait, mais moi, je l'avais dit il y a quelques temps, bien avant, j'avais un peu imaginé, c'était on pourra envoyer des fusées non habitées. Ça, je pense que d'ici 3 4 ans, c'est peut-être envisageable, jusqu'à Mars. Alors, je ne sais pas comment elles vont atterrir, elles vont peut-être se poser ou se scratcher, mais on ne pourra pas envoyer d'humains. Mais par contre, avec le développement de l'IA, des robots, et ils ont un projet de robot, hein, qui s'appelle Optimus, je crois. Je pense qu'on pourra envoyer des robots avec des intelligences IA. Et parce que l'avantage d'un robot, c'est que ça respire pas, ça mange pas. Donc, tu peux le laisser voyager pendant 6 mois, il va pas broncher, il va pas faire une dépression. Et puis tu l'allumes quand tu arrives, quoi. Et ça, je me dis que c'est peut-être la première solution pour pouvoir explorer Mars. Ça sera peut-être pas des hommes, ça sera des robots, des robots entre guillemets intelligents. Et quand je vois la progression de l'intelligence artificielle, avec ChatGPT, avec Grok, avec DeepSeek, l'IA chinoise, Hmm. qu'est-ce que ça sera dans 4 5 ans? Ça va être fou, ça va Ouais. être fou. Donc, Après, certains ont peur que ça aille beaucoup trop loin et qu'on se retrouve dans un espèce de mix bizarre entre Matrix et Blade Runner, mais après, il faut contrôler ça. mais Après, ça va, ça, tu parles de Elon Musk. Elon Musk a toujours été un excentrique, faut pas prendre tout ce qu'il dit au pied de la lettre, hein. Il y a des fois, quand non, je vois ses dérapages, je suis mais là. moi, parce que moi, je m'intéresse beaucoup à la techno, et là, en fait, j'ai plusieurs logiciels d'IA que je m'amuse à tester. C'est vraiment bluffant. Et parfois, j'ai l'impression d'être avec quelqu'un qui parfois me comprend, qui s'adapte à mon mental. C'est fou, hein. C'est, j'ai- Et un truc, en fait, moi, je l'utilise pour pas mal de choses. Quand je me pose des questions, j'ai pas le temps, des questions complètement, parfois, farfelues, mais il y a toujours des réponses qui sont pertinentes. ouais. Et ce qui est fou, c'est que les IA que j'ai utilisées, elles sont extrêmement polies, extrêmement bienveillantes. C'est très étonnant, hein, mais vraiment. Euh, et parfois, j'ai l'impression qu'elle va un petit peu précéder ou deviner un petit peu mes questions, ou les prochaines questions, elle va un petit peu anticiper. C'est pas le sujet de ce soir, on en parlera peut-être un jour, Oui. mais c'est vraiment, j'étais bluffé. Et une chose tout simple, parce que là, on va faire, on va faire une espèce de rencontre entre un peu tout ce qui est Mars, mes romans, et puis les IA. C'est que aujourd'hui, par exemple, quand je commence, hein, je teste tout ça.
c'est très intéressant. Quand je vais écrire une nouvelle, un roman, euh, tu sais très bien que maintenant, on a tendance à, quand le roman est fini, on fait passer par des bêta-testeurs pour relire, voir s'il n'y a pas de faute, Ouais. etc., d'orthographe, de temps, de conjugaison, etc. Et ben là, je passe par des IA. Alors déjà, c'est assez performant quand même parce que il arrive à voir toutes les fautes, déjà toutes les coquilles. Il les repère tout de suite. Les fautes de temps. Il peut même parfois te proposer des passages pour les alléger, par exemple, ou s'adapter à ton style, à te proposer une autre phrase, par exemple, une phrase qui va être plus fluide. Au début, tu dis, mais c'est n'importe quoi. Et en fait, il comprend l'histoire. Et j'ai fait ça pour un gros roman que je travaille en projet. Je fais des passages comme ça, je teste, parce que j'aime bien tester. Et à un moment donné, je ne m'étais pas rencontré, il y a plusieurs personnages. Et il me dit, mais attends, ce personnage-là, t'es sûr que c'est pas plutôt la femme? Tu veux pas parler de ce... Je dis n'importe quoi. T'es sûr que tu parles pas de Marie plutôt que de David? Et je m'étais trompé dans les noms des personnages. Et il l'a vu. C'est incroyable. C'est-à-dire, il comprend l'histoire très vite. Il va donner un avis. Et c'est pour ça, quand je te dis, quand on ira sur Mars, les premiers hommes, ce sont des robots. J'aime bien cette phrase. Les premiers hommes sur Mars seront des robots. Parce qu'ils sont pratiquement, ils vont nous ressembler. Déjà, la façon dont qu'on les fabrique quelque part, ils nous ressemblent quand même beaucoup et on essaye d'être, c'est une espèce de mime, de double, de miroir de nous. C'est comme ça, hein, pour l'instant que ça évolue. Il y a d'autres robots hein, qui sont aussi en forme de chien qu'on voit bien. Euh, c'est, je sais plus, c'est une boîte américaine qui fait ça. Euh, je sais plus le nom. Et ils font des robots qui sautent dans tous les sens. Enfin, c'est impressionnant. Et ça conjuré avec l'intelligence artificielle, qui ne sera plus du tout une intelligence artificielle, hein. On parle d'ailleurs d'intelligence, je ne sais plus le terme, c'est l'espèce de supra quelque chose. Il va y avoir à un moment donné un point de convergence, un point critique où effectivement, soit on perd le contrôle, soit on a été suffisamment malin pour mettre des garde-fous et introduire des lois, comme l'a fait très Isaac bien Asimov. Isaac Asimov. Et c'est fou parce qu'on vit une époque où ça se passe. C'est-à-dire que tous les auteurs de SF qui parlaient des robots, etc., il y a 40, 50 ans, ben, ça y est, on y est. Philippe Cadic, les mondes virtuels, les mondes parallèles, euh, c'est là, quoi. Et moi, je l'expérimente, si tu veux, pour plein de domaines. Je vais peut-être le faire dans l'architecture, tu vois, des choses comme ça. Et c'est fou parce qu'il comprend. Mhm. C'est-à-dire qu'il ne va pas juste ressortir des choses prémâchées, des choses qu'il aura ingurgitées. Non, il comprend les choses. Moi, c'était un C'est truc que fou. j'avais remarqué. À un moment, on avait fait un test avec justement Lucas. On a fait un test et qu'on a contacté DeepSeek. On avait Oui, mis, tu sais, un document, un PDF de nos écrits. Et on lui a demandé de faire une analyse. Tu sais, hein, comme tu étais prof, faites-moi une analyse de ce bouquin. Et l'IA te sortait des analyses qui mettaient en PLS certains oui. profs d'études de lettres. On était là, mais c'est n'importe. Moi, il avait relevé des trucs que même moi, j'avais pas remarqué en écrivant mon livre, quoi. Tu sais, le livre Stella que j'avais sorti chez Muse, justement. Il a relevé Oui. des trucs, j'étais là. Ah merde, j'avais pas pensé. Et ouais, c'est. Moi, C'était quelque part, ça me fait pertinent un ou peu pas? flipper. Mais Et c'était pertinent, alors, son analyse. oui, On va le dire. mais je te dis, moi, il y avait des trucs que je les avais écrits sans forcément penser à faire un tel ou tel rapprochement. Lui, il l'a fait, j'étais là. Oh putain, oui. Et j'apprenais des trucs sur mes propres bouquins par ce biais-là. J'étais là. Ah ouais, d'accord, c'est flippant. Il y a John. Oui, Alors, on rattrape juste le chat vite fait parce on a vu vos messages. Hein, c'est juste que j'attendais que Pierre finisse son développement. Dans Zone of the Enders ainsi que d'autres œuvres, la question de la gravité pose aussi d'énormes problèmes physiologiques. La force physique des Martiens étant globalement plus faible que celle des Terriens. Ça a également été abordé dans une série Gundam, si j'ai bonne mémoire. Et Divadown qui dit tiens, un aspect qui m'a interpellé dans une certaine mesure dans la SF, j'ai l'impression que tout ce qui touche le côté futur a une certaine rigueur dans le sens terre à terre, là où la fantaisie médiévale c'est plus aisément toléré dans une certaine mesure. c'est vrai. En fait, que quand on aborde, et c'est vrai, et puis c'est peut-être dommage, c'est vrai que
les romans qui se passent sur Mars, SF, on est souvent ce qu'on appelle sur de la hard science, c'est-à-dire de la SF très réaliste. Et c'est un peu dommage. Mais d'ailleurs, moi, ce que je fais avec Le Bon, la Brute et le Monstre, c'est que pour moi, c'est une grosse blague, hein. C'est une histoire où effectivement, c'est de la SF, mais il y a quand même une grosse part de fantastique, une grosse part qui n'est pas très réaliste, mais c'est voulu. Et d'ailleurs, ce que tu dis, je me dirais qu'en fait, Le Bon, la Brute et le Monstre, on a un petit côté fantaisie quelque part, hein. Euh, mais oui, effectivement, on a ce côté-là quand on écrit des romans SF sur Mars, on a un côté très sérieux. Ça, c'est vrai. J'ai lu quelques romans quelques romans de science-fiction qui se passent sur la planète Rouge, et il y a ce côté-là très rigoureux qui plaît souvent aux gros fans de ce genre, mais c'est un peu dommage. Alors que la fantasy, bah, on est sur un monde complètement inventé. Alors qu'effectivement, Mars, en fait, Mars, c'est pas un monde inventé, c'est un monde qui est réel. Et c'est pour ça que ça nous pousse peut-être à raconter des histoires très réalistes, ou du moins dans un futur le plus réaliste possible. C'est parce que voilà, on est sur quelque chose euh, qui est concret, mais, Mais j'ai et l'impression que c'est c'est très récent en plus. Parce que, en fait, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, Star Wars, ça a quand même un côté très enfantin. Et quand on veut montrer qu'on est un puriste de la SF, on va dire 2001 l'Odyssée de l'espace, on va dire, on va citer des noms comme ça. Alors que, enfin, je sais pas, des fois le côté divertissement. Et tu parlais de ton livre justement. Moi, il y a un truc qui m'avait fait rire, c'est certains noms. Bradbury City, ah ben, c'est les bah, plaines Asimov, j'étais là. Ouais, ok, bon, c'est quand qu'il y aura la cité Herbert, tu vois, je commençais à chercher là, je me suis dit. mais tu sais que c'est pas possible que les cités martiennes qu'on va créer, on donnera des noms comme ça d'auteurs de SF assez connus. Non. C'est pas, moi, j'en reste persuadé, hein. On a bien Et nommé pour revenir, on a bien nommé un astéroïde Astier et je crois même Nimoy. Il y a un astéroïde Nimoy, donc. mais pour revenir au Star Wars, on est là pour le coup, on est vraiment sur du space opéra. Ouais, c'est presque du western galactique, quoi, parce qu'il n'y a rien qui est réaliste. Et là, pour le coup, oui, c'est la SF où on se lâche. Les tirs laser dans l'espace, les explosions, on entend boum boum. Alors dans l'espace, on n'entend rien. Mais un vrai film de SF où il y aurait des lasers, des explosions, eh ben, on n'entend rien. Mais le spectateur, quand il va au cinéma, il va pas comprendre ça. Il va pas comprendre qu'un vaisseau qui explose, on n'entend rien. Ça lui fait bizarre, quoi. Et donc, ben, Star Wars, justement, comme il s'en fout un peu de tout ça, il s'en fout un peu de la gravité, etc., eh ben, ça marche très bien. Mais Et c'est c'est même c'est- des films de c'est une SF samouraï. décomplexée. C'est une SF décomplexée. C'est même c'est même un film de samouraï dans l'espace. Je sais pas si Complètement. Ah oui, tu as vu la forteresse, je sais pas si tu as vu la forteresse cachée de Kurosawa et tu regardes non. après la première trilogie, c'est la Hmm. même histoire. Ah C'est oui. la même histoire. Réellement, tu fais le comparatif, mais ça crève les yeux. D'accord. Ouais, ouais, donc c'est. Et puis bon, encore une fois, Star Wars, les planètes qu'ils vont visiter sont des planètes qui ont été complètement imaginées. Donc là, ouais, il y a un côté fantaisie en même temps, hein. Et, oui, comme tu dis, très, on va dire, japonisant, je sais pas si on peut dire ça, puisque il y a les sabres laser, il y a Yoda qui a un côté un petit peu grand maître, comment dire, vieux moine, qui a un côté comme ça. Euh, mais en fait, il mélange plein de choses qui sont un peu universelles aussi, qu'on aime bien. Euh, et d'où le succès aussi, hein, je pense. C'est que tu le découvres, comment dire, en France, aux États-Unis. Et moi, j'ai découvert Star Wars en Côte d'Ivoire, en Afrique. Mais il faut voir le succès que ça a eu, quoi. C'était dingue. C'est universel, quoi. Et c'est marrant parce qu'on se rend compte qu'il y a pas mal de classiques qui ont réussi à traverser les frontières africaines. On avait reçu Joseph Ali il y a 2 semaines, qui est né au Cameroun et qui a Mhm. grandi au Cameroun. Il m'a dit Mhm. ma première rencontre au ciné, c'était des Super 8 dans lequel il y avait le film Bambi. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc c'est Ouais, marrant de comme voir comment quoi. les expériences se croisent un peu. Toi, Ben Star Wars, voilà. tu l'avais découvert par quel biais?
Moi, au cinéma, en Côte d'Ivoire, et j'avais à l'époque, j'avais 7 ans, je crois, quand je l'ai vu la première fois. J'avais 6 7 ans. Ouais, il est sorti en 77. En Côte d'Ivoire, il avait un an de retard. Enfin, c'est toujours comme ça. Il est sorti en 78. Et je suis né en 71, ouais, j'avais 7 ans. Mais j'ai encore le souvenir quand je sors de la salle de cinéma, je vois mes parents. J'étais avec mon frère qui était encore plus petit. Et on était hystériques, quoi. Ouah, c'était fou, c'était génial. Et j'ai ce souvenir-là de l'hystérie, de ce bonheur absolument fou, quoi, qui débordait de partout. Et, et c'est une sensation que j'ai plus depuis, hein. Tu sais, quand t'es gamin, quand t'es tout petit, tout est décuplé, quoi, hein. Ah oui. Et ouais, ça avait été très fort, quoi. Et pour parler aussi un petit peu de ton expérience en tant qu'architecte, tu parlais à un moment des conditions météorologiques et des problèmes, enfin des conditions et problèmes météorologiques qu'on peut rencontrer sur Mars. Quand tu travailles sur les habitats martiens dans le cadre de ton travail, ça permettra aussi de parler un peu de tes futurs travaux, car j'ai pu comprendre que tu as quelque chose qui va dans ce sens. Comment tu prends en compte ces conditions-là? Parce que tu as l'air d'avoir une certaine connaissance sur ce sujet-là. Comment tu les prends en Oui. compte? Alors, petite rectification, ça fait maintenant plus de 10 ans que je travaille plus vraiment directement sur Mars parce que Ouais. j'ai plus le temps. Il y a les romans qui sont arrivés, mais je continue à en parler à travers les écrits. Mais c'est vrai il y a encore une dizaine d'années, je travaillais vraiment sur l'habitat martien avec mon ami architecte Olivier Walter, qui est un éminent spécialiste de tout ce qui est habitat en milieu extrême. Comment on conçoit un habitat martien, effectivement? Euh, En fait, c'est très simple. Tu conçois un habitat martien comme tu le conçois, on va dire, le plus logiquement possible. Euh, alors, si je reviens aussi aux traditions, aux époques, quand tu regardes une construction, on va dire, comment dire, on s'adapte un petit peu au pays. C'est-à-dire que quand tu vois une maison qui est réalisée en France, c'est pas la même maison qui est réalisée au Japon. Oui, bien sûr. Il y a des conditions de climat, des conditions de culture qui vont faire que ton habitat n'aura pas la même forme. Des conditions aussi d'époque, hein. On fait plus de château fort. Mais à une époque, il y avait une raison particulière et on faisait, ou les maisons en pierre, on les faisait avec les matériaux qu'on trouvait in situ, hein. Et pareil, je reviens en Côte d'Ivoire, ou même plus simplement en Normandie, par exemple. Moi, je vis là dans une maison, c'est une longère. C'est fait, la longère, c'était un habitat de paysans, de pauvres, qui maintenant c'est un peu changé. Euh, mais comment dire, c'est fait à base de cailloux et de terre, quoi. Donc on fait avec les matériaux euh, de la région, quoi, qu'on trouve, qu'on a sur place. Et pareil, les châteaux qu'on voit qui sont à moitié détruits, elles sont pas forcément détruits par des guerres, mais souvent elles ont été démantelées par par les villages qui construisaient les maisons, qui allaient récupérer les châteaux qui étaient abandonnés, qui prenaient les pierres des châteaux pour faire des maisons. Et si tu te balades à Raigneville-sur-Mer, tu as le château de Raigneville par exemple, tu retrouves la même pierre, les maisons alentours. C'est la très belle pierre, mais toutes les maisons étaient construites avec les pierres du château. Voilà. Et sur Mars, alors il y a plusieurs solutions. Je pense que quand on va arriver la première fois sur Mars, on ne va pas construire avec les matériaux in situ, du moins pas dans un premier temps. On va arriver avec une base déjà toute fabriquée, avec tout l'équipement, c'est ça trop compliqué. Mais si on veut vivre plus longuement, s'y installer, il faudra réfléchir à construire sur Mars euh, en tenant compte des matériaux qu'on a sur place. Alors on a des régolithes, c'est parfait parce qu'avec ça on peut faire des briques martiennes, un peu comme des gros igloos si tu veux, qui vont nous protéger du rayonnement. Ça va nous obliger à réfléchir comment on va apporter la lumière pour qu'on ait un peu de luminosité. Donc il y aura tout un tas de systèmes peut-être de miroirs, etc. Donc on va avoir une architecture qui va être nouvelle, qui va être très intéressante. Et puis, il y a par exemple une chose très simple, la gravité n'est pas la même que sur Terre. Hmm. On va avoir un tiers de gravité terrestre. Ça veut dire par exemple, si on fait des étages dans ces habitats, euh, on va créer des escaliers. Et ben, ces escaliers n'auront pas la même forme que les escaliers sur Terre. Les marches seront plus hautes par exemple. Aujourd'hui, bon,
je suis architecte, je connais un petit peu comment sont réalisés les escaliers. Tu as les hauteurs de marche. Une hauteur de marche, ça ne peut pas aller au-delà de 16-18 cm. Au-delà de 18 cm, c'est inconfortable. Pourquoi c'est inconfortable? Parce qu'on a une gravité qui fait que quand on monte des escaliers sur 5-6 étages, si on a des marches qui sont trop hautes, on va vite fatiguer. Sur Mars, c'est pas pareil. On peut avoir des marches beaucoup plus hautes. Ces marches pourront éventuellement servir aussi de banc, par exemple, si on ne les utilise pas. Les marches pourront peut-être faire 25-30 cm. Ça ne gênera pas puisqu'on sera plus léger. Donc c'est tout ça qui va changer. C'est Et l'habitat martien également, il va être les premiers habitats qui vont arriver sur Mars. Ils vont être conditionnés aussi par le voyage de la Terre à Mars. Et c'est tout ça qu'on a déjà réfléchi avec Olivier. C'est-à-dire aujourd'hui, pour envoyer un habitat sur Mars, ce ne sera pas une maison carrée, c'est évident. L'habitat martien, le premier habitat martien, aura les volumes, la forme, la volumétrie d'une fusée qu'on envoie sur Mars. Aujourd'hui, la taille moyenne des fusées, c'est entre 8 et 10 mètres de diamètre. Et donc, on aura des cylindres qui feront entre 8 et 10 mètres de diamètre. Et donc, il faudra faire des habitats dans des cylindres. Et pour que ça soit efficient, pour que ça soit pratique, ce qu'on a imaginé avec Olivier, on a été un des premiers, et beaucoup nous ont recopié. Ce n'est pas pour nous lancer des fleurs, mais si tu regardes un petit peu les projets, on a été un peu les initiateurs avec Olivier. On a tout imaginé, c'est-à-dire que toute la partie distribution va être centrale, toute la partie de vie va être tout autour de cette centre de distribution, et en périphérie, on a tous les rangements, l'électronique, le salon, enfin les coins cuisine, toilettes, etc. Mais ça, après, je t'invite à regarder sur le site que j'avais créé, qui est Archi-espace? archiespace.com, www.archi-espace.com. Bon, ça fait un moment que je n'ai pas réactualisé parce que ça fait plus de 10 ans que je ne fais plus rien. T'en Mais avais parlé la dernière fois, je me rappelle. il y a beaucoup de choses. Il y a tous les projets. Il y a notamment notre voyage qu'on a fait dans le désert de l'Utah sur une base de simulation martienne. Et on retrouve d'ailleurs la vidéo sur YouTube, hein, parce qu'on avait été à l'époque filmé par France 2. Enfin, il y avait tout un truc, c'était un truc incroyable. Et donc voilà, donc on va pas faire des habitats martiens comme on fait des habitats sur la Terre, quoi. Ça va être très différent. Et là, c'est qu'une première approche, mais les choses vont vraiment évoluer. Là, on ne peut pas tout imaginer ce qui va se passer, quoi, hein. Et, euh, et donc, ce que je te disais tout à l'heure, donc le premier habitat martien, donc qui va être conditionné par le voyage de la Terre à Mars, donc il aura une forme cylindrique, hein, la forme du vaisseau, on va dire, de la fusée. Et il faudra qu'il puisse s'adapter à la gravité martienne. Ça, donc on fera des marches, par exemple, comme je t'ai dit. Et puis, mais pendant le voyage, soit on arrive à recréer une gravité pour que ce soit plus agréable, le voyage qui va durer 6 mois. Si on n'y arrive pas, eh ben, il faudra que justement qu'on puisse se déplacer facilement en apesanteur. Hmm. C'est tout ça qu'on réfléchit. Donc, les habitats martiens, les premiers, ce sont des habitats hybrides, à la fois adaptés à l'espace et adaptés à la gravité martienne. D'accord. Mais d'ailleurs, je me posais une question parce que j'ai vu, bah, c'était il y a quelques années déjà, à l'époque où notre Thomas Pesquet national était à l'ISS. Je ne sais plus pour quelle mission, c'était sa toute première, je crois, avec le Oui. russe et la britannique. Et en fait, il avait fait faire un tour de l'ISS et il montrait par exemple que les lits de l'ISS, comme il n'y a pas beaucoup de gravité là où ils sont, en fait, ils sont carrément sur un mur, enfin ils sont répartis un peu bizarrement. Et en fait, pour certains, en fait, sur le lit, il y a souvent des attaches ou des trucs comme ça. Est-ce que Oui. est-ce que la différence de gravité entre Mars et la Terre provoquera ce genre de changement un peu incongru au niveau du disposition de la Non, literie? Non? je pense pas. Pourquoi? Alors, dans les essais, déjà, il y a pas du tout de gravité, hein. Donc, on peut dormir à l'envers dans tous les sens. Sur Mars, on a quand même une gravité. Donc, on aura des lits, certainement. Par contre, ce qu'on va optimiser, très certainement, ce sont les chambres. Euh, Comme on sera dans un lieu qui sera très stressant, il faut imaginer, en fait, déjà,
quand tu pars de la Terre et que tu vas sur Mars, c'est un voyage qui va durer 6 mois, dans le vide complet, avec le risque de radiation, tout ce que tu veux. Et tous les jours, tu regarderas par le petit tableau, ou l'écran qui aura sa caméra braquée sur la Terre, tu verras la Terre qui va être comme ça, et qui va devenir de plus en plus petite. Et donc tu vas te sentir de plus en plus isolé. Ça va être extrêmement stressant. Donc ce qu'on a imaginé, alors je ne te dis pas quand ils seront sur Mars, s'il y a un problème, il va falloir qu'ils se débrouillent tout seuls. Ils pourront pas appeler la Terre parce que le temps de communication varie entre 15 et parfois 20-30 minutes pour avoir un retour. C'est autour de 15 minutes, donc ils devront se débrouiller. Et donc, par exemple, pour les chambres, au lieu d'avoir des chambres classiques avec une hauteur sous plafond normale de 2,50 m, ben là, on va optimiser. L'idée, c'est que les chambres soient faites vraiment que pour dormir. Donc, ça sera un petit peu comme des cabines de bateau où l'espace en hauteur sera un petit peu réduit, très, très certainement, pour gagner de l'espace ensuite pour les autres étages de l'habitat. Donc, on aura des cabines peut-être juste faites pour dormir. Euh, un petit peu ce qu'on peut voir, tu sais, ces hôtels, qu'on appelle ça, ces hôtels capsules qu'on a au Japon. J'en ai testé Ce un. sera... J'en ai testé un quand Ah, j'étais. alors, c'est pas trop oppressant? Alors, moi, je suis pas claustrophobe, donc non. En fait, je pense que. Je l'avais dit d'ailleurs dans un vlog au Japon que j'avais fait. Je dis en fait que c'est sympa quand par exemple tu as fait une grosse bringue la veille, que t'es à moitié murgé, que tu peux pas prendre le transport en commun parce que du coup tu vas saouler tout le monde et que tu peux pas prendre le. Si t'en as un à proximité, c'est toujours bien. Tu passes une nuit Ouais. là-bas et tu rentres, voilà. Mais de manière définitive, il vaut mieux une chambre d'hôtel classique ou un habitat classique, quoi. Mais c'est une étape, on va dire. C'est une étape et je regrette pas l'expérience. Mais. Alors, mais tu sais qu'on va y venir parce que les prochains TGV, ils sont en train de développer un nouveau TGV, hein. Pour les trains de nuit, il y aura des cabines capsules. C'est prévu. Et il y en a déjà, je ne sais plus dans quel pays en Europe, et ça fonctionne très bien. Donc voilà, moi j'imaginais Je un crois peu qu'au ça Japon aussi, peut-être. hein. Au Japon aussi, je crois qu'ils ont ça. Des capsules dans des trains. Absolument. Mais ça va arriver en France parce que là aujourd'hui, les trains de nuit, j'en ai pris un il y a un an. C'est vraiment à l'ancienne, quoi. C'est vraiment. Voilà. Et donc en fait, on a imaginé ça sur Mars pour que en fait ils aillent dans leur cabine, comme je disais, uniquement pour dormir, mais pas pour y passer du temps parce que on pense. Alors ça, c'est à prouver, mais il y a quand même des tests psychologiques qui ont été faits que quand comme ça, tu es dans un élément anxiogène, stressant. Si tu t'enfermes tout seul et que tu restes isolé dans ta chambre, ça ne sera pas bon pour ton moral. Je L'idée, c'est confirme. qu'ils y vont tout pour dormir et que quand ils se réveillent, ils se sentent un peu obligés de sortir pour être avec les autres, travailler, communiquer. Et en fait, pour oublier le stress, pour avoir le moral, en fait, il y a plusieurs choses. Soit faire du sport, euh, soit travailler. Hein, voilà. Et le sport, c'est aussi un élément qui est un facteur on va dire, qui va réduire la dépression, etc. Hmm. Ça a été prouvé, hein. C'est tout ça qu'on imagine qu'on mettra en place. Et donc, tous ces facteurs-là, liés à la difficulté de l'environnement martien, va conditionner l'architecture, les aménagements intérieurs. Voilà. D'accord. Ouais, mais Et c'est. de même Pardon. alors de même aussi qu'on va créer des murs écrans, parce que euh, on sera forcément nostalgique de la Terre. Donc moi j'imagine des murs écrans. Il y avait Bradbury qui l'avait déjà fait dans Fahrenheit par exemple. Et ça maintenant on sait faire. On aura aussi, et ça c'était une idée de mon ami Olivier Walter qui est architecte, euh, chacun aura s'occuper d'une plante. C'est quelque chose de vivant. Donc chacun aura sa plante, peut-être dans sa chambre, qu'il arrosera tous les jours. C'est un côté, un rapport avec le vivant. Euh, il y aura plein de petites choses comme ça qu'on imagine et qui se feront, quoi. D'accord. Mais du coup, ouais, est-ce que du coup, au final, Mars serait une destination élitaire? Alors certains vont vous dire oui, parce que c'est les riches qui vont y aller. Mais pas forcément par rapport à ça. Mais c'est que c'est une destination un peu élitaire dans le sens où c'est vraiment des gens qui pourront s'adapter à des conditions extrêmes, pas seulement météorologiques, mais sociales, parce que on a tellement été habitué à vivre sur Terre que l'adaptation risque d'être assez chaotique. Est-ce que finalement, Mars, c'est pas une destination élitaire? Si, alors
déjà, première chose qu'il faut savoir, c'est que les premiers habitants martiens, ceux qui s'installeront, ça sera un voyage juste un aller, hein. Il n'y aura pas de retour. Hmm. Donc, quand tu iras là-bas, t'es pas sûr du tout, voire tu ne retourneras pas sur Terre. Voilà, donc ça, c'est à prendre en compte. Alors, je dis pas pour les premiers voyages, hein. Pour les premiers voyages, il y aura forcément un aller-retour et le retour, ça va être très compliqué parce que aujourd'hui, on ne sait pas, on sait, on voit à peu près comment aller sur Mars, mais aujourd'hui, on ne sait pas du tout repartir. En vrai, pour ça, c'est un autre débat, c'est complexe, il faut le carburant, il faut le produire sur place, c'est très compliqué. Et je ne sais plus ce que tu disais. Et je disais, déjà, on saura très peu aller sur Mars. Et en Oui, plus, comme l'humain est un animal social et c'est un animal habitué à vivre dans un certain environnement, c'est comme quand tu déplaces un animal d'un environnement à un autre, il va pas se sentir bien, quoi. Et est-ce que quelque part, le fait qu'on soit tellement habitué à vivre sur Terre, ça mhm. va pas, ça va pas rendre, ça va pas faire de Mars une destination élitaire, dans le sens où c'est vraiment un petit groupe vraiment solide mentalement qui Oui. pourront y aller, quoi. Alors, je suis pas certain. En fait, déjà, il y a beaucoup de passionnés. Et puis, l'histoire humaine a montré que l'homme a une capacité d'adaptation phénoménale quand même, hein. Mm. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup de changement climatique. Alors, la Terre, elle s'en fout, hein, que le climat change. Il a tout le temps changé. Ouais. C'est juste qu'effectivement, s'il y a plus d'empêtes, il y aura plus de famine, plus de ce que tu veux. Mais l'homme s'adaptera. Il a une capacité d'adaptation phénoménale. On voit bien dans les grands déserts, par exemple, les nomades et ce qu'il y avait avant les Touaregs. Tu te dis, mais comment ils peuvent vivre dans le désert? Il n'y a pas d'eau. En fait, l'organisme s'adapte de façon extraordinaire. Quand tu vois certains peuplades en Antarctique qui vivent dans des conditions de froid extrême, euh, et, et qui vont ou même dans les pays du Nord, tout simplement, où, quand il fait moins 10 degrés, ben, pour eux, c'est l'été. Euh, il y a plein d'exemples comme ça, où tu regardes en Amazonie, euh, tu dis comment des gens peuvent vivre dans les grandes forêts amazoniennes où à chaque pas, tu peux te faire mordre par un serpent ultra dangereux et qui se balade pieds nus, tu vois. En fait, on s'adapte à leur environnement. Par contre, ce qui est certain, c'est que ceux qui partiront là-bas, et imaginons enfin, dire, qu'ils se reproduisent, que des générations se mettent à y vivre, déjà physiquement, on va changer. Ça oui, Euh, ça c'est évident. et puis, alors, on parle tout le temps de trouver des extraterrestres. Est-ce que les extraterrestres existent? Mais peut-être c'est nous qui serons les futurs extraterrestres. Je m'explique, c'est que euh, le jour où un enfant naîtra sur Mars, on pourra dire que c'est un extraterrestre. Bah oui, parce que c'est Je- dans l'étymologie hors de terre. Ben, c'est ça. Et il le sera aussi physiquement. Je crois que ça ne se verra pas encore dans cette première génération, mais déjà, il va être un petit peu différent de nous. Et au fil des générations, par exemple, comme la gravité n'est pas la même, c'est possible que les futurs hommes et femmes qui vivront sur Mars seront plus grands que les terriens. Hmm. Ils seront un peu plus grands. Bien Ils sûr. auront peut-être un taux sanguin qui sera différent de part de la pression atmosphérique, des choses comme ça, de la qualité de l'air. Et donc, on va avoir une nouvelle race humaine, tout simplement. Et de même, si on imaginait, mais là, on n'est pas très bon pour le corps, mais imaginons que des générations d'humains vivent et se développent dans l'espace sans gravité. Tu peux être certain qu'au bout il en faut des générations, hein, mais peut-être 1000, 2000 ans, on se retrouve avec des hommes, des femmes, mais sans squelette, parce que le squelette ne servira pas dans l'espace, puis tu n'as pas de gravité, donc des sortes d'individus, peut-être grands, je ne sais pas trop quoi, mais sans squelette, avec des formes, peut-être une tête énorme, je ne sais pas. Ça serait, ça serait délirant. Mais voilà, peut-être que on va créer nos extraterrestres. Mais tu sais, Ah, qui font. dans le roman d'H.G. Wells, La machine à remonter dans le temps, dans le futur, tu as littéralement deux nouvelles races humaines, c'est les Morlocks et les Héloïses. Donc tu vois que déjà on théorise des nouvelles races humaines qui viendront
dans le Ouais. temps sur la même planète, donc dans un autre espace, c'est évident. Et tu parlais d'une différence d'adaptation, je me rappelle. Un documentaire qui a été fait à Omiakion, du coup, le village dont je t'ai parlé en Sibérie, où ça a fait des moins 50 degrés. Et où, tu sais, littéralement, les maisons ont une salle qui fait tampon entre l'extérieur et l'intérieur. Et qui fait office de congélo, quoi. Où tout ce qu'ils mangent, c'est du poulain, des patates, et voilà. Et à Mm. un moment, tu as le présentateur du reportage qui dit à la doyenne, donc c'est la plus vieille du village, est-ce que vous avez déjà songé à aller dans un environnement plus chaud? Et elle te répond, sans hésiter, je n'y irai même pas pour une promenade. Ici, c'est mon climat. Ma nature prend soin de moi et nous avons des montagnes et de l'eau pure. Ben voilà, c'est complètement résumé. Donc voilà, se dire en fait, on s'adapte, on arrive toujours à s'adapter à l'environnement auquel on est, quoi. Euh, Plus ou moins difficilement. Évidemment, il y a des planètes comme Vénus où on ne tiendrait pas une seconde, quoi, parce qu'il fait tellement chaud, et puis on serait écrasé par la pression atmosphérique. Mais, mais Mars, c'est pas impossible avec les technologies qu'on a. Peut-être qu'un jour, on voudra la terraformer, même si je pense que ça serait une hérésie. Et pour parler, revenir des Martiens, par exemple, qu'on va créer nos extraterrestres, et bien inversement, on est presque sûr comment dire, que on est des enfants de Mars, puisque les planètes du système solaire se sont formées à peu près au même moment, et qu'il y a eu des bombardements en fait de météorites qui venaient de Mars, de la Terre, et que on est presque sûr maintenant que si la vie est apparue sur Mars, elle est apparue peut-être avant la Terre. Et que avec l'impact des météorites, c'est possible qu'on ait eu des masses, des cailloux qui ont voyagé dans l'espace et qui ont percuté la Terre avec peut-être des premiers micro-organismes venant de Mars qui ont ensemencé la Terre et qui a créé la vie. C'est pas impossible. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu regardes les dernières expériences avec, je ne sais plus si c'est Curiosity ou Opportunity, qui analysent des échantillons martiens. Ils ont trouvé des chaînes de molécules assez complexes. Et en fait, on n'est pas loin de dire, mais ça, c'est que la vie, quoi. On n'en est pas loin. Donc, enfin, moi, c'est ma conviction personnelle, je pense que la vie est apparue sur Mars. Alors, pas comme dans ma novella Le bon, la brute et le monstre, où là, on a des. Oui. Voilà. Mais peut-être des micro-organismes, peut-être même des petites. Peut-être même des. Plus développés, hein, peut-être Tu l'as dit toi-même, on a des- trouvé des traces d'eau. bah oui, donc on sait que l'élément principal pour que la vie se développe, c'est un élément liquide, donc c'est l'eau. Et on sait qu'il y a de l'eau, et on sait qu'il y a de l'eau liquide sous Mars. Et il y a peut-être encore de la vie sous Mars, hein. Bien sûr. Voilà. Ne serait-ce que dans l'eau, il y aurait des bactéries ou des molécules ou des machins, c'est déjà de la vie. Hein. Bah, mais on trouve ça, ça y est, quoi. Mais en fait, on est pratiquement sûr. Et on voit avec James Webb, ce fabuleux satellite qui regarde les profondeurs de l'espace et puis la genèse, en fait, de notre univers. Il est capable de capter, en fait, alors je sais pas, moi je suis pas scientifique, hein, je suis pas. Il a découvert une planète, il arrive à savoir sa composition chimique, organique, enfin organique, sa composition en fait moléculaire de chimie. Et je sais plus quelle planète dit, mais ça, les composés qui ont été analysés par le rayonnement et la réverbération, etc., de la lumière, des soleils, fait que eh ben, ce sont certainement des molécules de vie et que la planète découverte pourrait grouiller de vie. C'est incroyable. Mais on est presque Mais ça sûr, de toute m'étonne pas, façon. hein. Ça m'étonne pas. Quand j'étais ado et qu'on m'a dit on a trouvé de l'eau sur Mars, ouais, c'est bon, t'inquiète. T'inquiète, il y en a des formes de vie euh, là-bas. plus on avance dans la science, c'est ça qui est fou, c'est il y a encore 15-20 ans, on se posait la question, tiens, mais peut-être que la vie est une originalité, une particularité, une rareté qui peut arriver qu'une fois sur un milliard. Mais beaucoup pensaient encore il y a 15-20 ans que finalement, il n'y a peut-être qu'une seule planète qui abrite la vie, c'est la Terre. Et là, plus on avance, plus on se dit, on est, on pense aussi à Aurora, par exemple, à Europe aussi.
qui est une lune de, c'est Jupiter, je crois, ou de Saturne, je sais plus. Qui est une lune en fait, c'est un océan de glace, Europe. Et alors il y a de la glace sur je sais plus combien de kilomètres de profondeur, et en dessous c'est un océan. Et c'est que de l'eau. Hmm. Et là, on pense on a de euh, fortes, comment dire, on pense très probablement qu'il y a la vie, peut-être même des formes évoluées de la vie. Alors, peut-être pas, peut-être des poissons, je sais pas, peut-être des poules, je sais pas, des trucs comme ça, mais en tout cas, il n'y a que de l'eau, donc en plus, il y a une croûte qui va créer une certaine, euh, il y a une couche de glace qui apporte une certaine température constante. C'est pas complètement froid. Et puis en plus, ça participe. euh, la glace, si tu veux, en fait, il y a un côté un petit peu. Ça crée un peu un effet de serre aussi, tu vois. Donc, euh, euh, aujourd'hui, on peut aller sur Europe, mais on ne sait pas comment fourrer pour aller creuser 40-50 km, quoi. Euh, il y a des idées qui sont là, mais on pense que sous 40-50 km de couches de glace, il y a de l'eau. Hmm. Et c'est une planète, en fait, c'est une sorte de lune, une petite planète, c'est que de l'eau. Ouais, non, mais comme tu dis, on fait des découvertes. Plus le temps passe, plus on fait des découvertes assez dingues. Moi, ça me rappelle à un moment donné la vidéo dont je te parlais entre Astier et Nozman, où il revenait sur les théories du complot. Il y a toujours cette théorie de on n'est jamais allé sur la Lune. Et elle s'explique. Moi, de l'autre côté, je me mets à la place de ces gens-là. Quand tu penses que cette petite équipe, à cette époque-là, est allée jusqu'à la Lune pour déposer un drapeau, et on se dit non, c'est pas possible. C'est trop dingue. Et oui, c'est trop dingue. Du coup, ce côté un peu fou, même encore aujourd'hui, on se dit, tiens, c'est dingue, on est allé là-bas quand même, fait que je peux comprendre les gens qui disent, c'est pas possible, c'est trop dingue, il y a forcément quelque chose derrière. Non, en fait, je t'explique pourquoi. En fait, il y a le doute parce que aujourd'hui, on ne sait plus aller sur la Lune. Enfin, on va y retourner, hein. Je ne sais pas Hmm. si tu suis Artemis 1 et 2. Le vrai problème de la Lune, c'est que c'était un effet, c'était en fait la guerre froide. Il fallait y aller avant les Russes. Bon, Ouais, on je va les résume. niquer des Cosaques. Ouais, je vois un peu l'idée, ouais. Voilà. Donc il y a eu un pognon considérable qui a été mis sur l'ère Kennedy. Il dit on a 10 ans pour y aller. Ils ont mis un fric inimaginable. Je crois qu'on peut même pas savoir, je ne sais plus c'est combien du PIB américain, mais aujourd'hui, en fait, c'était 10 fois en argent ce qu'on met aujourd'hui à la NASA. Donc il y a eu un fric considérable. On a eu quand même Evan Braun, quand même, qui est quand même le père des fusées, qui a travaillé avec les nazis, qui est un Allemand. Bon, c'est comme ça, personne n'est parfait. Le vrai problème du projet lunaire, du projet Apollo, euh, c'était avant, c'était Gemini, et puis le programme Apollo, c'est que tout s'est arrêté, je crois, à la Apollo 17, c'est en 73, je crois, 74, et puis il n'y a eu plus rien. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es dans un élan comme ça d'ingénierie, de travail vraiment très fin, de haute technologie? C'est comme le nucléaire, hein. Et c'est le problème qu'on vit aujourd'hui en France. Si tu t'arrêtes et que pendant 10 ans tu fais plus rien, qu'est-ce qui se passe? Les ingénieurs partent à la retraite, ils vont pas enseigner aux nouveaux comment faire, on va dire, des fusées, etc. Et on a perdu tout le savoir-faire pour aller sur la Lune. Et c'est pour ça que les gens disent, mais comment ça se fait que dans les années 60-70, on y était arrivé, et aujourd'hui, on ne sait plus y arriver, on galère. Ça veut dire qu'on n'est jamais allé sur Mars, sur la Lune. Mais c'est complètement faux. On a le même problème, on ne le dit pas assez, euh, je crois en 2017, ou même un peu avant, parce qu'il y a eu un élan écologique qui était un petit peu, on va dire mal. Salut Shotaku au passage, je viens de le voir sur le chat. Ouais. Et, et- et- et donc, euh, Et donc, on a arrêté le nucléaire en France. On a dit, on va réduire le nucléaire, on va faire des économies, on va faire des énergies renouvelables, etc., à 50%. Super Phoenix, Et tu là, parles de Super Phoenix, l'arrêt de Super Phoenix orchestré par Dominique ouais, et Bauer. puis les autres, et puis ça, je ne suis pas spécial nucléaire, mais enfin voilà.
Et aujourd'hui, on se rend compte que ça marche pas, que les énergies renouvelables, c'est pas toujours top. Et puis, on va avoir besoin de plus en plus d'électricité, les voitures électriques, etc. Le besoin de smartphones, etc. On a besoin d'électricité, c'est comme ça. Il n'y a pas mieux que le nucléaire. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et aujourd'hui, ils peinent à former et à relancer tout ça. Et pour l'énergie nucléaire de demain, on n'a plus d'ingénieurs parce qu'ils sont tous partis à la retraite. Et donc, on a perdu 10-15 ans. On a 10-15 ans de retard. C'est fou. Alors qu'on était les premiers au monde, on était les numéros un mondiaux, hein. On vendait notre nucléaire partout. Aujourd'hui, on se retrouve à la traîne. Et il s'est passé que 10 ans. Ouais. Entre le retour d'Artémis et la Lune, il s'est passé 40 ans. Il n'y a plus personne. Ouais. On ne sait plus faire. C'est plus les mêmes systèmes redondants, c'est plus les mêmes calculs d'ingénierie. La techno a évolué. Donc, on est parti pratiquement de zéro. Et alors les complotistes, c'est ça, en fait, c'est pour expliquer aux gens pourquoi on galère à retourner sur Mars, sur la Lune. C'est parce qu'on a tout arrêté. Alors, c'est ça qui est fou. Si on avait continué l'effort lunaire, aujourd'hui, on serait déjà sur Mars. Et Van Braun, il travaillait. Bon, il est mort, il commence à être âgé, mais il est mort un peu trop tôt. Mais aujourd'hui, je pense qu'on serait allé sur Mars. C'est Mais dingue. comme Mais comme en fait les Russes ont abandonné la course lunaire, les Américains ont gagné, ils ont laissé tomber le projet, quoi, hein. Et après, c'était la navette spatiale, bon, euh, un projet qui peut être contesté, mais, euh, mais voilà. Mais là, par contre, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on retourne sur la Lune. Le but, c'est d'aller sur Mars. Donc là, on part sur quelque chose. Je pense qu'on va plus s'arrêter. Et on n'a pas le choix parce que tu as les Chinois qui veulent aller sur la Lune avant les Américains et Mars aussi. Donc là, il y a une compétition pour moi qui est saine. Ce qu'il y avait avant, c'était les Américains et les Russes. Là, c'est les Américains et les Chinois. Je dis les Chinois qui bossent beaucoup avec les Russes, hein. Parce que les Russes ont une expertise de l'espace qui est encore qui est très forte, hein. Ouais, non, mais c'est même dans d'autres secteurs. Là, j'étais récemment allé voir un film d'animation chinois là qui a pété tous les records au box-office. Et quand on voit de quoi ils sont capables, on est là. Ah ouais, d'accord. Là, on a des rivaux sur un film Ouais. d'animation. Alors là, quand il va s'agir de l'espace, là, ils vont mettre les bouchées doubles. On n'est pas prêt. Donc ouais, ça va promettre une concurrence assez rude et assez intense à regarder. La concurrence La américano-chinoise. concurrence, elle est bien. La concurrence comme ça dans le domaine de la science. Alors derrière tout ça, ça cache aussi des ambitions militaires, évidemment. Mais il y a quand même une ambition scientifique. Moi, je trouve ça formidable parce que ça stimule les deux camps, si tu Il veux. y a aussi, il y a Euh, aussi la mégalomanie folle d'Elon ouais, Musk, qui est un showman en fait. C'est surtout pour se faire remarquer, pour faire de l'esbrouf et des effets de manche. Mais quelque part, ouais. bon, moi j'ai fait un master infocom, donc est-ce que quelque part c'est pas plus mal ces effets de manche? Ça permet de divertir un peu, qu'on se marre un peu. Oui, et puis il a quand même réussi à redonner ce goût à l'envie de l'espace. Moi quand j'essayais de promouvoir le voyage martien, etc., les gens me prenaient pour un fou, quoi. Et c'est pour ça que j'ai aussi un peu arrêté, parce que j'ai vu que l'engouement était revenu, qu'il y avait des sociétés comme SpaceX qui ont donné la niaque, l'envie d'aller sur Mars, d'aller sur la Lune, les fusées qui sont réutilisables, qui se reposent sur Terre. Je trouve ça extraordinaire. Il faut quand même saluer le geste technique, technologique, quoi. Quand tu vois ces fusées qui se reposent sur la Terre, c'est extraordinaire, hein, c'est fou. Alors, il faut savoir que les SpaceX, alors c'est pas Elon Musk, hein, qui fait les fusées, hein, et il a le génie pour organiser les équipes, pour donner l'envie, la baccarat. Je sais plus, c'est un ingénieur, je sais plus son nom, mais en fait, c'est un mec qui est pratiquement pour moi qui est pratiquement aussi bon que Van Braun, tu vois. Il est un petit peu discret, mais c'est le père de ces fusées qui sont réutilisables et qui se reposent sur Terre. Tu sais, qui se déposent, Mm. etc. Je sais plus son nom, mais c'est lui le vrai génie, hein. Elon Musk n'aurait pas ce bonhomme-là, ils n'auraient pas fait tout ce qu'ils ont fait, hein. Mais bon. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est un peu pour tous les studios. Je prends l'exemple de Apple. Wozniak, c'était la vraie tête pensante pour certains. Et Jobs, il était là pour faire de la com, pour être un showman. Et puis voilà, c'est souvent. Il faut Mais c'est souvent comme un ça. showman et un mec techos, un mec de l'ombre, quoi. C'est souvent comme ça. Mais le showman est là pour apporter de l'argent. Mm. Et je veux dire, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent, quoi, hein. Bien sûr. Il faut les deux, il faut Surtout aux l'argent USA. et puis voilà, et puis des bons techniciens, quoi, des bons ingénieurs. Et quand tu as les deux, le fric,
et les bons ingénieurs, bah, tu fais des choses extraordinaires. J'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il y a un truc chez les blancs qui ont grandi en Afrique parce que ben Elon Musk il est sud-africain d'origine. Donc j'ai l'impression Ah oui. il y a une routine qui se développe. Je dis ça pour taquiner évidemment, mais Mais en fait, ce qui est fou, enfin, pour revenir à l'Afrique, lui c'était l'Afrique du Sud, c'est un petit peu différent de la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, c'est que ça a tous des horizons. Bah, tu rencontres des peuples, tu rencontres une faune, une flore qui est différente. Il y a un côté un petit peu exotique, hein. bien sûr. Euh, et forcément, en fait, moi, ce que je dis, c'est que c'est pas pour dire que les autres qui font pas, c'est moins bien, mais je pense qu'on a un avantage, le fait d'avoir été des parents coopérants qui ont voyagé. En fait, le voyage, c'est extrêmement important pour l'ouverture d'esprit, pour la curiosité. Je pense que c'est ce qu'est Elon Musk, c'est quelqu'un de très curieux, qui aime l'aventure quelque part. Et le voyage forme à ça. Et d'ailleurs, tous les écrivains, la plupart des grands écrivains ont beaucoup, beaucoup voyagé. Euh, Ils se nourrissent de ça. On se nourrit des peuples, on se nourrit des rencontres, on se nourrit de l'humain. Mais voyager, c'est pas forcément dans notre pays. Voyager, c'est partir de sa ville, de son village, aller au village voisin, aller vers les gens, rencontrer. Même en France, quand tu vois d'une région à l'autre, il y a des disparités incroyables. La gastronomie, on a une gastronomie incroyable. Et d'une région à l'autre, c'est pas du tout pareil. Les accents. Et c'est ça qui fait que euh, c'est la curiosité qui pousse comment dire, à l'envie, à la créativité, à la tolérance, à l'acceptation de l'autre, de la différence. Et tous ces gens-là qui comprennent pas, qui sont les platistes, les racistes, sont des gens qui sont dans leur petit monde et qui vont pas voir ailleurs, quoi. Ce sont des Mais gens qui vivent sur place. Mais de toute façon, on l'a vu dans la SF, Frank Herbert s'était inspiré du conflit pour l'indépendance de l'Algérie pour faire Dune. C'est lui qui le dit, hein, voilà. Il y a les Star Wars, je crois qu'ils ont été tournés au Maghreb. Je crois que c'est pareil pour les films Dune. Donc Ouais. tu vois que ça soit le nord de l'Afrique ou l'Afrique subsaharienne, les décors ont toujours inspiré pour la SF. Ça a toujours été le cas. Complètement. De toute façon, oui, puis dire l'Afrique, les grands déserts, on sait que c'est un peu le berceau de l'humanité, donc on revient un peu aux sources, hein. Euh, enfin voilà, Hmm. c'est ce que j'ai tout à l'heure. Les grands espaces, c'est parfois la feuille blanche où tu peux tout écrire, Hmm. tout inventer, plein de choses peuvent se passer. Oui. C'était un YouTuber ciné qui avait expliqué, parce qu'à un moment, ils avaient fait le comparatif entre les maquettes qu'utilisait George Lucas au début et le fond vert pour la prélogie. Et tout le monde a dit, ah, regardez, c'est vide, il n'y a plus aucune créativité. Et il y avait des mecs qui répondaient, bah si, non, justement, c'est une toile verte sur laquelle il peut peindre tout Mm. ce qu'il veut. Et c'est là, c'est un C'est peu ça. pareil. Après, je voudrais juste revenir un petit peu, et je pense que ce sera la dernière question que je vais te poser, parce que tu parlais de la réticence au voyage martien qui t'a fait mettre un peu de côté en disant, bon, ils sont pas intéressés. J'ai discuté avec certaines personnes et j'ai vu qu'il y avait aussi des raisons un peu écolo, entre grosses paires de guillemets, parce que certains disent, ouais, mais en fait, si on veut commencer à aller sur Mars et sur d'autres planètes, c'est pour aller prendre les ressources là-bas. Et du coup, il y a un côté un peu économique, un peu vénal. Et c'est peut-être pour ça que les gens sont un peu refroidis aussi. C'est parce qu'ils se disent, il y a ces volontés un peu mercantiles derrière. Alors, Mars, il n'y a pas non plus grand-chose. On a la ceinture d'astéroïdes, on a des diamants, on a quasiment des diamants qui font toute la ceinture d'astéroïdes. Là, ce sera plus intéressant d'aller à la cueillette des minéraux. Sur Mars, le risque, c'est de polluer Mars, hein, effectivement, parce que si on pense que la vie est apparue sur Mars, il ne faudrait pas que les premiers colons détruisent tout en arrivant. Et le problème, c'est que on sait que les microbactéries, nous, on va porter nos bactéries, on risque d'en apporter. Ça peut très bien se mélanger avec l'atmosphère martienne, et ce qu'on va trouver, ça sera peut-être des choses à nous qu'on aura apportées. Le vrai souci, c'est ça. Il y a aussi ce que j'entends beaucoup, ceux qui sont contre qu'on aille sur d'autres planètes ou qu'on aille dans l'espace, c'est le fait qu'on apporte du nucléaire, par exemple, parce qu'on sait que sur place, il faudra mettre une petite centrale nucléaire. Il y a pas mieux aujourd'hui comme énergie. C'est Euh, l'énergie la plus décarbonée, je crois. oui, et puis alors les gens disent, oui, mais c'est du nucléaire. Je dis, mais l'espace est radioactif. De toute Oui. façon, l'espace, il est radioactif, donc que tu mets du nucléaire ou pas, tu as des chances d'être un petit peu irradié, donc c'est comme ça. Et puis il y a ceux qui disent que ça sert à rien, que ça coûte très cher. Moi, je dis qu'une chose.
La guerre en Irak, toutes les guerres en fait, coûtent une année de guerre en Irak, c'était 10 ans ou 20 ans du budget de la NASA pour une année. La guerre en Irak a coûté en une année 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars. C'est voilà. Ouais. Moi, je préfère qu'on dépense 10 fois moins d'argent, mais qu'on aille dans l'espace que faire la guerre. Hmm. Voilà. Mais bon, après, il y a toujours ceux qui sont contre, etc. Quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique, au début, on ne voulait pas lui prêter de bateau, hein. On disait que ça ne sert à rien, que c'est un illuminé, etc., etc. Mais c'est le même de tous les explorateurs, de tous ceux qui ont envie d'aller au-delà de sa ligne d'horizon. Euh, c'est un peu inévitable. Hmm. Et encore une fois, ce que je disais, ceux qui ont pris le soin d'aller vers les autres, de voyager, ont une vision un peu différente. Hmm. Euh, mais moi, ce qui me rassure, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même de plus en plus de gens qui se passionnent, qui se rendent compte que c'est quand même certainement essentiel. Alors, il y a aussi, j'entends dire aussi beaucoup que pourquoi ne sauvons pas la planète avant d'aller essayer de vivre sur une planète qui sera de toute façon hostile à l'homme. Ben oui, moi je dis que euh, aller sur d'autres planètes, c'est mieux comprendre comment s'est formée la Terre et peut-être mieux la préserver. C'est aussi, c'est pas impossible que peut-être dans 20 30 ans, je ne sais pas, hein, qu'on ait une énorme météorite qui vienne percuter la Terre et puis que ça fasse disparaître la vie humaine. Et on sera peut-être content d'avoir une planète de secours. Voilà. Donc c'est peut-être bien d'aller voir ailleurs. Et en plus, ça motive pour toutes les technologies à développer les technologies. Aujourd'hui, on ne serait pas allé sur la Lune. Je donne des exemples. On n'aurait jamais inventé le scratch, par exemple. Le scratch, c'est ce matériau qui permet de coller. Il y a tout un tas. Les batteries, par exemple, ont été vachement développées avec le voyage sur la Lune. Et il y a tout un tas de technologies. Alors, j'en ai pas là. Il y a le téflon, par exemple, qu'on utilise pour chauffer, enfin pour la cuisine. Le téflon, c'était une technologie qu'on a développée pour aller sur la Lune. C'est tout ça qui fait que c'est pas, il y a des retombées aussi industrielles, des retombées pour le bien-être des gens aussi, hein. Parce que ça nous pousse à innover, innover, innover. Hmm. Euh, c'est tout ça Et encore une fois, le voyage spatial, les projets d'habitat et de vie dans l'espace et sur Mars, ça coûte 10 fois moins cher que faire la guerre. Hmm. Mais tu donnais l'exemple de Christophe Colomb à qui on a refusé un bateau lorsqu'il voulait aller voir les Indes. J'ai l'impression qu'en fait, dès que quelqu'un veut sortir un peu des sentiers battus, il est vu comme fou. Je pense, tu parlais des châteaux forts, du fait qu'on construit plus les châteaux forts. C'est faux, il y a le cas de Guédelon. Guédelon, en Oui, fait, alors c'est pas le nom du gars, c'est le nom du château, mais c'est un mec qui avait acheté un immense terrain vague, il a dit, je vais construire un château fort ici. oui, voilà, bon, Euh, c'est fla- ah, des cas un peu originaux, quoi, hein. ouais, mais il a dit, je vais le construire avec les méthodes de l'époque. Tout le monde a dit, t'es un malade mental, ça se fera jamais. Ah, si. Il y a tout un attroupement de fervents médiévistes qui sont réunis, qui ont bossé bénévolement sur le projet. Certains qui se connaissaient même pas, qui sont devenus les meilleurs amis du monde sur ce projet-là. Le château, il est sur la finition. Et donc la preuve que si, ça s'est fait. Et souvent, ceux qui sont vus comme des fous par rapport à ça, j'ai envie de leur rappeler une citation d'Albert Einstein. La folie, c'est faire exactement la même chose en espérant un résultat différent. C'est un peu ça. Mais moi, je le vois aussi concrètement, euh, quand je propose par exemple des textes, comme j'aime bien mélanger des genres, dire celui-là il est fou, non, il faut être conventionnel, il faut faire des romans policiers comme ça, il faut faire de la fantaisie comme ça. Et ben moi, j'aime bien aller un petit peu au-delà, quoi, essayer de proposer autre chose. Et je sais que par exemple, les éditions Muse euh, prennent le risque de me publier, et notamment sur le bon, la brute et le monstre. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était un texte que j'avais proposé pour une anthologie western, et il avait été refusé parce que peut-être trop original. C'est fou, hein. Ah, on aime bien ton texte, c'est bien, mais bon, on voulait plus un truc comme ça, plus un western classique, avec des un peu horrifique. Mais là, t'es parti sur Mars. Mais bon, voilà. Et je sais que Lucas, il a tout de suite matché avec l'histoire.
Et moi, j'ai des retours plutôt sympathiques, quoi. Non, mais Ça fait plaisir. des fois, on se fait peur nous, mais des fois même on se fait peur nous-mêmes. C'est vrai que moi, des fois, quand j'avais écrit Stella, je me suis dit, je dois passer pour un taré. Je voulais l'écrire sous pseudonyme. Je me suis dit, je dois passer pour un malade mental. Et c'est quand j'ai entendu quelqu'un que tu connais bien, Frédéric Livens, et qui m'a dit ce que j'aime beaucoup avec ton récit, c'est que ça n'a pas été fait et que Lucas a dit qu'il voulait publier. Je sais pas si tu l'as lu d'ailleurs, Stella, mais ça, à la limite, on s'en fout. Mais non, mais il faudrait que je le lise, absolument. Ouais, en fait, en ce moment, j'ai pas trop le temps de lire. Je lis très peu. Je lis un livre, à peine un livre par mois, parce que je suis débordé. Et puis, je t'avoue qu'avec mon petit gamin de 3 ans et demi, je suis le soir, c'est mon stop. J'essaierai de voir pour t'envoyer je vais voir avec Lucas s'il peut pas t'envoyer, si je peux pas Ah lui ben, envoyer. ouais, ou un salon, mais avec grand plaisir. Ouais. Et puis, je te ferai un Mais tout retour. ça pour te dire, aujourd'hui, quand je vois les retours que j'ai du livre, même moi, tu m'aurais dit avant qu'on aurait ce genre de retour-là sur mon bouquin, je t'aurais dit, va te faire soigner. Et en fait, des fois, on se fait peur nous-mêmes. Bien Alors sûr. qu'en fait, Bien dès qu'on sort sûr. des sentiers battus, bizarrement, les gens sont un peu plus intéressés. Bah écoute, on va arriver au terme de l'émission. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Euh, Bah, je dirais ce que tu disais tout à l'heure. Je dirais aux fous, continuez à être encore plus fous. Aux modérés, ouvrez les yeux. Et puis aux réticents, euh, sortez de chez vous, quoi. Allez voyager. Et puis le livre, quel meilleur voyage que le livre, quoi. Quand on n'a pas les moyens d'avoir une voiture ou de prendre le train ou l'avion pour aller quelque part. Le livre, c'est déjà une excellente porte au voyage, hein. Voilà. Et d'ailleurs, on mettra les liens vers ton site web, vers tes livres récents. On mettra tout en description. Et bah moi j'ai envie de te dire merci Pierre. Merci déjà de nous avoir accordé ta confiance lors de la première de Radio Dojo. Sachant que vraiment c'était la première, on savait pas dans quel sens on allait, tu nous as accordé ta confiance et on te remerciera jamais assez pour ça. Et merci d'avoir accepté pour fêter les 500 abonnés de la chaîne. Mais moi, je te remercie beaucoup, Taki. Écoute, je te remercie aussi moi en premier parce que tu nous donnes la chance aux petits auteurs que nous sommes d'être entendus et puis de parler d'autre chose ou que les livres aussi et puis qui fait la richesse en fait de nos univers, quoi. Entre Donc petits, merci à tous. entre petits auteurs, on se comprend. Merci à vous Voilà. d'avoir suivi Merci. cette émission. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous dans 2 semaines, même jour, même heure. Enfin, on va essayer en tout cas parce que, bref, on verra. On essaie de se maintenir sur ce créneau-là. Je ne vous dévoile pas le nom du prochain invité, comme vous le savez, je vous le réserve pour la veille. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Salut les frolos!